Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Legonidec, accompagné de Stéphane Ekel, et nous représentons à nous deux Streamset en France. Et donc nous sommes ravis de pouvoir vous présenter d'une part l'entreprise, mais aussi ce qu'on fait en termes de Modern Data Stack, et particulièrement autour d'un écosystème où Snowflake est l'un des piliers. Euh, voilà, donc deux mots sur l'entreprise. Donc c'est une entreprise récente qui a été fondée en 2014, dont le siège est à San Francisco. Mais nous avons des bureaux un peu partout dans le monde, en l'occurrence en France, en Espagne, en Angleterre, évidemment aux États-Unis, en Inde et plus récemment en Australie. Et comme vous devez le savoir, donc, la société a été acquise par Software AG en avril 2022. Donc c'est une récente acquisition et pour autant donc, nous continuons à être une filiale indépendante et autonome. Voilà. Et donc aujourd'hui, on compte à peu près parmi les 8000 leaders dans tous les secteurs verticaux. Donc on a des références, des fleurons comme British Telecom et puis NorthWest qui sont probablement nos plus gros clients en Europe, et voire même dans le monde, qui font des déploiements avec des milliers de pipelines en production sur des applications critiques, tant sur l'ingestion, sur les data lakes, dans des contextes avec des stratégies multi-cloud, et tant que sur la partie transformation, donc ETL, sur des architectures distribuées comme Spark. Voilà. Donc ça, c'est donc des gros clients comme ça. En France, on a la SNCF qui l'utilise à grande échelle, plutôt sur des problématiques d'IoT. On a des clients plus modestes aussi en France, comme IRSEM. Mais voilà, on a donc je vous donnerai tout à l'heure un aperçu de l'ensemble des clients. Et plus récemment, on a des clients comme Novartis, avec lesquels je travaille actuellement, pour synchroniser leur application métier Viva, qui repose sur du Salesforce, avec Snowflake et Databricks. Voilà. Aujourd'hui, on est à peu près 200 employés dans le monde, et on est tous des spécialistes, on vient tous du monde de l'intégration de données. Et donc, cette société a été fondée par deux fondateurs qui sont eux-mêmes issus de l'industrie de l'intégration de données. Girish Pancha, qui venait d'Informatica, qui était en charge de la définition de la stratégie pendant de nombreuses années au sein d'Informatica, a rencontré ensuite Arvind Prabhakar, qui lui était le CTO de Cloudera. Tous les deux sont entendus et ont convenu que finalement les ETL legacy dites traditionnels n'étaient plus à même de pouvoir encaisser les nouvelles demandes en matière d'intégration de données face à un monde qui est en perpétuellement changement. Perpétuel changement tant sur les infrastructures sur lesquelles ces processus d'intégration de données s'exécutent, que sur les données qu'elles manipulent. Donc, de par la variété des formats qui sont à adresser de plus en plus pour servir les problématiques analytiques et de data science, mais aussi les changements qui s'opèrent sur les sources elles-mêmes en termes de rajout de structures, de variation de colonnes dans des fichiers, dans les partitions d'une itération à une autre. Donc voilà, tous ces changements conduisaient à interrompre la chaîne et de la mise à disposition des données auprès des consommateurs. Donc ça crée donc ce qu'on appelle des dérives, c'est le concept de data drift. Et c'est pour cette raison qu'ils ont conçu cette plateforme moderne d'intégration de données, une plateforme DataOps où on peut appliquer les principes DevOps, si vous voulez, à l'intégration de données. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, on a des partenaires aussi technologiques, donc on est agnostique en termes de cloud, on se déploie dans cette plateforme sur tous les cloud providers principaux du marché. Et on a une intégration particulière et dont on est assez fier avec Snowflake, puisqu'on est, bien qu'on soit partenaire depuis 2019, on a renforcé ce partenariat depuis qu'on a sorti même un moteur dédié à Snowflake, qui est le Transformer, on y reviendra par la suite, et donc pour lequel maintenant on est voilà, certifié Snowpark et on est donc passé Technology Partner Premium. Les références dans les différentes industries, donc beaucoup de présence dans la banque et l'assurance. NatWest, qui est l'ex-Royal Bank of Scotland, qui nous utilise pour rajouter un pattern. Il faisait que du batch processing pendant des années, et il n'était plus à même de pouvoir encaisser les nouvelles demandes et l'accroissement de volume. Donc des retards dans les projets, donc c'est tous les cas classiques qu'on connaît. Donc du coup, ils ont rajouté en fait une architecture EDA et ils ont implémenté Kafka et donc Streamset est très utilisé pour faire du streaming en amont, pour gérer en mode agile et surtout assurer une scalabilité horizontale et verticale de par des mécanismes qu'on en dispose pour ingérer le plus rapidement possible avec une grande résilience les données au sein de leur data lake.
Et derrière, sur les cas business plutôt, ils utilisent aussi StreamSet en aval pour servir les applications digitales et en l'occurrence aussi, donc aussi sur des applications critiques, par exemple pour diminuer les faux positifs pour l'alerte à la fraude à la carte bancaire. On a plein de cas comme ça autour. Donc la Barclays, par exemple, nous utilise pour la cybersécurité. Donc ils processent voilà, quotidiennement un grand nombre de logs. Et en appui du machine learning, ils détectent des patterns de fraude. Je parlais de la SNCF en France, qui, là, sur les 40 000 kilomètres de réseau ferroviaire, ont mis un ensemble de capteurs. Et à chaque passage de train, ces capteurs donc, remontent des informations à StreamSet. Et en appui de machine learning, on fait de la maintenance prédictive et on sert aussi les problématiques d'analytique pour, en particulier, analyser les retards de train et autres. Voilà, donc on a des clients plus récents comme donc le Novartis, Ikea. Voilà, on est présent un peu partout dans différentes industries, comme vous le voyez. L'architecture, alors qu'est-ce qu'on fait chez StreamSet? Alors c'est assez simple, elle se repose sur trois gros piliers, on va dire. Le premier, c'est le control plane. Donc c'est l'interface unique qui permet d'adresser l'ensemble des patterns que vous voyez. Alors, des patterns qui vont vous permettre de gérer des cas d'usage de réplication de vos bases on-prem vers le cloud, par exemple. Sur des milliers de tables, vous allez devoir répliquer en init, en incrémental, les synchroniser avec un BigQuery, un Snowflake, voilà, un Azure Insight, ce que vous voulez. Donc vous pouvez donc synchroniser et mettre à disposition plus rapidement possible en streaming, en batch, via des mécaniques de change de la capture, qui sont basées sur les logs, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de connecteurs natifs pour faire du CDC. Sur Oracle, par exemple, beaucoup de clients qui le font, comme NationalWise aux États-Unis, qui le font en grande échelle. On a, on a SQL Server, on a MySQL, Postgre, on a même des bases NoSQL comme MongoDB, et puis on a aussi des connecteurs particuliers pour Salesforce, pour faire du CDC. Et donc on a plus récemment, de par l'acquisition auprès de Software AG, on a aussi étendu cette capacité et on peut maintenant déverrouiller l'accès au mainframe et pour ingérer et faciliter, combiner avec l'usage de StreamSet, faire de l'incrémental et capter, donc faire une détection de changement sur le mainframe, que ce soit sur du VSAM, des fichiers VSAM ou DB2 sur du ZOS. Et on va pouvoir rapidement les mettre à disposition, ces données brutes, dans les espaces de staging des lakehouse. D'accord? Et une fois qu'on est dans les lakehouse, que ce soit on-prem ou sur le cloud, on a deux moteurs qui sont, alors un ETL, on va dire, agnostique, qui est le transformer pour Spark. Lui vous permet d'adresser des sources hétérogènes et faire tout ce qu'on attend d'un ETL, mais avec une approche très graphique, par glisser et déposer, pour faire des agrégats, des tris, des jointures, des pivots, voilà, tout ce qu'on est industrialisé, opérationnalisé aussi du machine learning et de l'intelligence artificielle via des fonctions UDF. Donc voilà, en Scala, voilà, on peut faire plein de choses en Python. Donc une approche non programmatique, très graphique d'une part, mais pour faire la détection des dimensions changeantes, par exemple, c'est très graphique. Mais aussi, on peut donner la main au data engineer pour faire des choses un peu plus élaborées en scripting, si besoin est. Voilà, donc ça, c'est le transformer pour Spark, multisource, multisim hétérogène. Et on a sorti cette année un moteur spécifique pour Snowflake, qui est le transformer pour Snowflake, et lui, qui est serverless. Voilà. Contrairement au transformer pour Spark et le data collector, qui sont des moteurs, on y reviendra tout à l'heure, qui sont approvisionnés depuis le control hub. Donc le control hub, c'est une application SaaS qui est provisionnée par StreamSet, qui repose, donc ça, qui ne stocke que des métadonnées, et depuis laquelle on va gérer l'ensemble du cycle de vie de ces pipelines, de leur conception, des tests unitaires, au versionning, au déploiement, au monitoring et supervision, tout ça de manière continue. C'est depuis laquelle aussi on va orchestrer et automatiser toute cette chaîne, depuis laquelle on va aussi définir les paramètres de sécurité, d'accès, de contrôle. Voilà, et donc il y a une communication, c'est de la bonne connectivité. Donc une fois qu'on a provisionné ces data collecteurs et ces transformers pour Spark, il y a une communication qui s'établit entre ces moteurs et le control hub, de telle manière que les statistiques opérationnelles sont remontées, il y a des fins de monitoring,
Et on peut aussi faire des bascules d'environnement en cas de problème et assurer une haute disponibilité de par cette communication. Voilà, donc on va revenir là-dessus. Nos principaux consommateurs sont évidemment la data science et la BI traditionnelle, on va dire. On est multi-cloud, donc l'ensemble de ces moteurs qu'on appelle le data plane, hein, c'est donc sur lequel transitent vos données, sur lequel, une fois qu'on va spécifier nos pipelines de manière graphique, et on va les pousser ensuite sur les moteurs en fonction des cas d'usage qu'on souhaite adresser. Tout ce qui est streaming, CDC, batch, c'est pris en charge par le data collector. Tout ce qui est ETL/ELT, c'est pris soit par le transformer pour Spark, soit par le transformer pour Snowflake. Les deux, on retrouve quasiment les mêmes transformations graphiques, et avec une particularité pour Snowflake que je vais venir décrire maintenant par la suite. Voilà, donc on va parler d'abord du transformer pour Spark, juste pour vous donner un exemple, une illustration. On a bien le control hub par-dessus, l'ingestion de data collector qui va vous permettre de mettre à disposition pour que l'ETL transformer pour Spark puisse commencer à traiter ces données et tirer profit des architectures distribuées à moindre coût. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un cluster Spark de votre choix. Donc ça peut être EMR sur Amazon, ça peut être HD Insight, ça peut être Dataproc sur Google, ça peut être Databricks ou votre propre cluster Spark sur Hadoop, on-prem si besoin est aussi. Donc voilà. Et ça va vous permettre de modéliser graphiquement les pipelines qui sont par nature très dynamiques pour consommer en rafale des données depuis S3, n'importe quel storage, file system d'Azure, de Google, voilà, ou directement depuis des data warehouses sur le cloud comme Redshift, BigQuery, Snowflake, Delta Lake et autres. On a également évidemment des connecteurs particuliers pour traiter des fichiers sur votre propre file system ou même via des messages brokers comme Kafka. Si on zoome maintenant sur le fameux transformer pour Snowflake, donc on retrouve des similitudes, sauf que la seule variante, évidemment, c'est qu'à l'instar du transformer pour Spark qui se veut générique, donc on peut utiliser Snowflake comme source et cible potentiellement, mais autre chose également. Tandis que le transformer pour Snowflake n'adresse que des sources de type Snowflake et des cibles Snowflake. Donc on a pu, contrairement à ce que faisaient nos clients dans le passé, ils nous utilisaient aussi pour extraire les données de Snowflake, pour faire du machine learning, valoriser la donnée et la réinjecter ensuite. Là, on n'est plus, grâce au transformer pour Snowflake, ils n'ont plus besoin de le faire. On peut faire de la transformation avancée de manière graphique pour faciliter la maintenance et améliorer la productivité des développements. Et voilà, donc on va retrouver, on va dire, les transformations qu'on appelle des processeurs dans l'outil classique pour faire des agrégats, des jointures, des pivots, des unions, tout un tas de choses standards de l'ETL, on va dire. Et on va pouvoir aussi tirer profit de la valeur ajoutée de StreamSet, ce qui permet d'appliquer le principe DevOps. Hein. Donc nos pipelines sont très très dynamiques. On va essayer de diminuer en conception leur nombre pour adresser un maximum de cas d'usage. Donc ça veut dire qu'on essaye d'éviter d'appliquer d'ingérer, d'importer la structure des métadonnées de toutes les sources et cibles qui vont nous éviter des problèmes par la suite en cas de changement. Donc on essaye d'appliquer des transformations qui tiennent compte de ces changements, puisqu'on a en plus un détecteur, un mécanisme qui permet de détecter ces changements le plus tôt possible et de prendre les bonnes actions et autoriser leur application de ces changements dans les cibles. Donc c'est aussi vrai pour Snowflake. Donc voilà, on peut appliquer aussi des fonctions dynamiquement en fonction de la complétude et du type, du format des données qu'on manipule au sein de Snowflake. Et en plus, maintenant, on peut donner la main aux data science pour implémenter du machine learning, faire du NLP par exemple, faire analyser des churns, appliquer des modèles de régression linéaire si besoin. Voilà, tout un tas de choses et qui deviennent donc, dès lors qu'on les implémente en fonction du DF, en Java, en Python, en Scala maintenant, on peut simplement les invoquer comme une simple fonction en SQL dans le transformer pour Snowflake. Voilà, donc concrètement, comment ça se passe mécaniquement? Donc on modélise notre pipeline de la même manière qu'on ferait avec le data collector ou le transformer pour Spark. Et une fois qu'on a fini de faire ces tests unitaires, on a un preview qui permet de visualiser déjà pour ces tests unitaires les données sur chaque
étape de ce processus. Donc au sein de chaque processeur, on voit l'état de la donnée. Ça permet de valider ses spécifications avant d'industrialiser et d'opérationnaliser le pipeline. Donc il y a un interpréteur graphique qui génère un DAG, qui est un ensemble d'instructions hiérarchisées, et en appui de l'API Scala de Snowflake, va générer un ensemble d'instructions SnowSQL appropriées qui seront ensuite poussées sur Snowflake. En séquence, ça donne ceci. Donc l'interpréteur génère un ensemble de tables intermédiaires si besoin est. Et ensuite, sont poussées sur Snowflake. On récupère les statistiques et les logs et à des fins de monitoring dans StreamSet. Alors, quelle est la valeur ajoutée de tout ça? Je vous laisse deviner. Évidemment, soit vous avez adopté une approche full développement spécifique en full SQL, ce que font beaucoup de clients avec on va dire, plutôt avec une idéologie open source. Mais tout ça, c'est des limites. Pour prototyper, c'est bien, ça permet de créer de l'awareness, mais voilà, c'est pas scalable et maintenable compte tenu du nombre de demandes croissantes qu'ont le métier aujourd'hui et les retards de projets de delivery qu'ont l'IT. Donc c'est incompatible. Donc nous, notre démarche est de démocratiser le plus possible ces phases en aval, donc de transformation de manière de TL/ELT, pour les démocratiser, faciliter la collaboration entre les différents protagonistes, que sont les data engineers, les développeurs ETL traditionnels, voilà, les data analysts, et la data science. Pour ensemble bâtir quelque chose et répondre le plus efficacement possible, le plus évolutif possible, face à un constant changement qui peut s'opérer dans les sources et cibles également. Voilà. Et le plus observable et plus maintenable possible dans le temps. Donc c'est ça la vraie valeur ajoutée de StreamSet, c'est qu'on comprend très bien ce que fait un pipeline visuellement, à l'instar de faire que du scripting. Donc on comprend fonctionnellement, et donc s'il y a des retouches à faire, des modifications, de l'amélioration, de l'extensibilité, par la suite, ça devient un jeu d'enfant, parce que tout est découplé, et on a des composantes qui permettent d'isoler des choses qu'on peut rendre réutilisables aussi, pour diminuer le nombre des pipelines dans le temps. Donc on appelle des fragments, qui ont leur propre cycle de vie également, et de version. Voilà, donc c'est ça la vraie valeur ajoutée. Donc on va zoomer justement quels sont nos différenciateurs par rapport à des approches alternatives que vous pouvez trouver sur le marché. On en a résumé 4. On a déjà la première particularité, c'est qu'on est très dynamique par nature. Et on s'adapte, nos pipelines, quels que soient les cas d'usage qu'on adresse, s'adaptent au changement, via ce fameux data drift dont je parlais. Mais aussi, on est schema-less. C'est-à-dire qu'on a une approche où on n'est pas obligé systématiquement de devoir mapper des métadonnées entre les sources et les cibles. Donc ça veut dire qu'on peut, du coup, être très portrait ces évolutifs et avec un seul pipeline, on peut répliquer des milliers des millions d'enregistrements, de milliers de tables, sans faire autant de pipelines qu'il y aurait de structures différentes. Voilà. Et en plus, on peut appliquer dynamiquement des transformations, font que la complétude et le format et le type de données qui seront diagnostiqués, inférés lors de l'exécution. Donc ça, c'est le premier atout. Donc c'est flexible, comme je vous disais. Là, la flexibilité, c'est avec un seul pipeline, contrairement à des outils de TL traditionnels, où vous devrez faire plusieurs développements, des mappings, des métadonnées entre les sources et les cibles, avec certains outils, autant de fois qu'il y aurait de structures différentes. Nous, avec un seul pipeline, on peut en faire, adresser dynamiquement plusieurs instances de base de données, des milliers de partitions en parallèle. Voilà. Donc ça, l'intérêt, c'est de développer en nombre pour faciliter indirectement aussi la maintenance. Spécification minimale, donc on n'est pas, comme je disais, donc tout ça c'est lié, hein, on n'est pas obligé d'importer la structure des métadonnées, des sources et des cibles comme étant un préalable à la construction de ces pipelines. Donc du coup, c'est vraiment, on commence à gagner en productivité et on pense réutilisabilité dès lors qu'on commence à designer les pipelines. L'observabilité, les changements, tout ça, ça s'observe, ça se diagnostique, on peut mettre des SLA, on peut définir des règles de drift pour générer des alertes, ou alors, à l'instar, autoriser leur application. Je détecte un rajout d'une chambre dans une table, et je vais autoriser cette réplication, et là, StreamSet va faire un alter table avant de faire un merge, par exemple, dans Snowflake en cible, si Snowflake est ma destination. Résilient, parce que en cas de changement, justement, ces pipelines ne vont pas s'interrompre.
Voilà, donc on gagne en efficacité, en résilience, voilà, et on assure une continuité de service et une maintenabilité. Voilà quelques exemples, j'en ai cité, j'intervertis des champs au sein de fichiers CSV, d'Excel ou ce qu'on veut, différentes partitions. Voilà, j'ai des milliers de tables à répliquer d'une source à une cible, c'est un seul pipeline. Voilà, j'ai des arborescences qui peuvent changer, où je rajoute une sous-arborescence au sein d'une structure, euh, d'une donnée semi-structurée comme des JSON. Voilà. Donc ça, on est capable de gérer ce genre de choses de manière très élégante et efficace. Deuxième atout, c'est une seule expérience pour tous les types de patterns d'intégration de données que vous avez à gérer. Vous n'avez pas où vous êtes combiné, par exemple, un Fivetran pour gérer l'ingestion, un DBT pour faire la transformation, et puis, je sais pas, un Airflow pour faire de l'orchestration, et puis un quatrième outil pour faire du reverse ETL. Non, une seule expérience, une interface mutualisée, un accès unique en mode SaaS, en plus qui plus est, sécurisé, voilà. Et donc c'est ça StreamSets. Donc une seule expérience pour adresser tous vos patterns, que ce soit de faire du batch processing, du streaming, du change à capture, voilà, de l'ETL/ELT, du reverse ETL, opérationnaliser votre machine learning, voilà, vous pluguez sur des plateformes d'IoT, voilà. On a tous nos clients voilà, sont friands de ce genre de valeurs. Et donc on a une expérience mutualisée autour d'une part de la conception de ces pipelines, du déploiement des moteurs, voilà, tout est centralisé, la politique de sécurité, donc en termes de gouvernance, on est vraiment dans quelque chose d'optimal. Et puis surtout dans des architectures hybrides, voilà, multidirectionnelles, hein, que vous soyez sur des cas d'usage d'un-prem vers le prem, d'un-prem sur le cloud, du cloud sur cloud, ou du cloud sur on-prem, peu importe, on va pouvoir les adresser, ces points-là. En termes de déploiement, bah, voilà, donc nos moteurs, les data collecteurs, peuvent s'installer on-prem chez vous, derrière votre pare-feu, sur n'importe quelle plateforme Linux, sur Hadoop, voilà, sur Mac OS aussi, ou sur des environnements containerisés comme Docker ou des clusters Kubernetes. Voilà. Troisième atout, c'est l'extensibilité, l'automatisation via API. Donc on est évidemment dans un monde idéal, on souhaiterait s'affranchir de faire du code du scripting, donc c'est un peu la règle des 80-20. Mais ce qui plaît aussi avec StreamSet, c'est que ben voilà, tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire que des personnes qui proviennent du monde avec plus expertise SQL, relationnel du terme, s'y retrouvent très bien parce que c'est une approche par composant graphique, on comprend bien ce qu'on fait. Et puis à l'inverse, dans un monde moderne, on doit opérationnaliser, s'appuyer sur des nouvelles techniques pour valoriser la donnée comme l'intelligence artificielle et le machine learning. On voit bien qu'il y a des choses qui sont un peu plus touchy, qui requièrent finalement une approche un peu scripting. Mais en diminuant leur nombre, on le fait vraiment dans des cas aux limites, et donc là, tout le monde y trouve son compte également. On a des processeurs qui sont adaptés pour rajouter de l'extensibilité, on va dire, en JavaScript, en Groovy, en Python, en Scala, voilà. Donc ça s'appelait vraiment parce qu'on peut vraiment faire des choses très très sophistiquées qui sortent de l'ordinaire au sein d'un même pipeline déjà, et en faire un composant réutilisable si on le souhaite. Beaucoup de clients s'en servent par exemple pour faire de la qualité de données avec StreamSet, pour faire voilà, opérationnaliser, centraliser des règles de qualité de données qui soient voilà, extensibles et puis intégrables à l'échelle de l'entreprise. Deuxième niveau d'extensibilité et d'automatisation, voilà, si jamais en termes de connecteur standard ou de processeur standard, il y avait quelque chose de particulier que vous voudriez voir ajouté, qui n'était pas disponible en standard, on a un SDK qui vous permet en plus de développer vos propres stages, on appelle des stages, hein, donc ça peut être un connecteur qui vous permet de vous connecter à une source particulière que vous auriez voulu, voilà. Un processeur pour effectuer une transformation, une intégration avec un outil tiers, par exemple, en cours de pipeline, ou un exécuteur, une destination. Tout ce qu'on fait graphiquement, donc la gestion des droits, des sécurités, la conception de ces pipelines, leur déploiement, la valorisation au travers de différents paramètres, leur exécution, le rapatriement des offsets, hein, dès qu'il y a une transaction qui se commit pour savoir où un pipeline qui s'est interrompu pour X raison. Et donc, pour la gestion de la reprise sur erreur, tout ça, c'est automatisable via API ou via le Python SDK. Les deux permettent d'interopérer avec la plateforme DataOps de StreamSet.
de manière très efficace. On a des clients comme SNCF qui l'utilisent à grande échelle, qui même provisionnent les bonnes ressources avant d'exécuter les pipelines grâce au Python SDK. Et puis on peut aussi dériver ce qu'on a prototypé de manière graphique dans le control hub comme pipeline. Bah, s'il y a juste par exemple de nouveaux projets qui requièrent et on a juste changé de destination par exemple, où il y a un revirement stratégique qui consiste à dire bah tiens on abandonne Azure et on va sur Google, par exemple, bah, il va falloir aussi donc, porter les développements existants. Et nous, ça devient un jeu d'enfant parce qu'on peut substituer dynamiquement les destinations avec leurs propres paramètres sans devoir tout redévelopper. Et donc ça, c'est vraiment une force, mais bon, c'est surtout nos clients avancés qui l'utilisent à grande échelle. Dernier atout, et pas des moindres, donc c'est vraiment une plateforme d'entreprise, hein, comme vous avez vu dans l'ensemble des comptes qui nous utilisent sur les applications critiques. Hein. Voilà, c'est une plateforme d'entreprise moderne et scalable. On a tous les ingrédients qu'il faut pour assurer donc, cette vision, voilà, ces déploiements à grande échelle au niveau de l'entreprise. De par cette architecture hybride, donc avec un contrôle plane hosté, et puis on supporte tous les types de déploiements modernes et les principaux fournisseurs de cloud. Flexibilité, on a dit, hein, donc on gère donc en termes de gouvernance et de productivité et de TCO également. Tout est centralisé au sein d'une même plateforme pour adresser des patterns d'intégration multiples. La scalabilité, donc on a les fonctions d'auto-scaling, voilà, tous nos pipelines, certains pipelines et origines, donc les stages d'origine sont multithreadés, donc on va pouvoir tirer profit d'une scalabilité verticale pour paralyser nos traitements, pour les rendre les plus efficaces et mouvementer les données de manière plus rapide possible. Et puis nos ETL sont déjà conçus pour tirer profit d'une scalabilité naturelle, puisqu'ils reposent sur des clusters Spark qui sont des architectures par nature distribuées, et donc efficaces pour pouvoir scaler de manière rapide et simple. Et puis avec l'élasticité pour le computing de Snowflake qu'on connaît également. La réutilisabilité, tout est découplé dans ce qu'on conçoit. Donc nos pipelines sont des spécifications en ligne, hein, qui sont exportables en JSON. Voilà, et ensuite, on a une abstraction qui est au-dessus, qui est un job, qui peut implémenter plusieurs instances de pipeline avec des paramètres différents. Chaque composant est réutilisable, interopérable. Toute ou partie d'un pipeline peut être isolée pour devenir un propre objet indépendant, qu'on appelle un fragment, et qui va suivre son propre cycle de vie également, en termes de versionning et autres. Plus des connexions. La haute disponibilité dont je parlais, voilà, donc on a des mécanismes de reprise sur erreur, des bascules d'environnement qui sont très sophistiqués, avec des mécaniques de labeling, voilà. On labelle tous les jobs associés donc, de la même manière qu'on labelle les moteurs, de telle manière que lorsqu'il y a des bascules ou des points d'arrêt, les moteurs non disponibles vont pouvoir rebasculer. Les pipelines, lorsqu'ils vont rencontrer un moteur qui est plus disponible, ils vont pouvoir basculer de manière automatiquement grâce à cette mécanique de labeling. La sécurité, voilà, on a tous les protocoles standards. Le versionning, on a notre propre contrôle de version interne. J'en ai parlé rapidement pour les pipelines et les fragments. Mais on a aussi une interface graphique qui permet de comparer, voir ce qui a changé d'une version à une autre, graphiquement. Et on voit avec des petits pencils et des stylos rouges qui vont mettre en évidence la nature des changements. Voilà. Pareil pour on a capacité de supporter plusieurs versions de moteurs différents au sein de la même plateforme. Voilà. Donc, on a parlé de ça. Et donc, on a, pour vous donner un petit peu un aperçu, parce qu'on n'aura pas le temps de faire une démonstration, mais voilà, j'ai pris quelques captures d'écran pour vous illustrer voilà, comment ça se passe quand on prototype, et puis selon les différents patterns. Ici, on a un pipeline de type data collector qui fait donc de l'ingestion. Et c'est un cas qui fait de la réplication, par exemple, d'une base MySQL. Peut-être que j'ai des milliers de tables, plusieurs d'instances de MySQL différentes qui traitent des données clientes qui sont réparties dans l'entreprise. Là, avec un seul MM pipeline, on va pouvoir capter ces données, les consolider, les agréger et faire donc alimenter votre Snowflake ou un Google BigQuery, par exemple, en cible, en destination. Donc là, en gros, lorsque vos instances de base
sont chez vous, dans votre propre infrastructure, du coup, comment ça fonctionne? Ce pipeline va devoir être donc déployé sur un data collector qu'on va déployer on-prem chez vous derrière votre pare-feu. Et grâce à la haute bande connectivité, on va remonter les statistiques opérationnelles et les logs au contrôle hub. Il n'y a aucune donnée, encore une fois, qui remonte au contrôle hub. Même si vous pouvez voir, ici en phase de développement, on peut faire du preview, on peut voir l'état des données en mode test sur chaque étape du traitement. Tout ça, c'est non persistant et puis c'est vraiment derrière votre pare-feu que les données vont transiter lors de l'analyse. Deuxième cas, par exemple, ici on a un CDC. Alors pour revenir sur le premier ici, donc ce multi-JDBC origine, par exemple, peut permettre de paralléliser la lecture de milliers de tables en même temps. Donc ça, c'est vraiment très efficace. On l'utilise pour des cas d'usage de réplication ou alors des chargements init pour faire du bulk load en phase d'init dans votre destination. Une fois que l'init est fait, on démarre alors, soit en séquence ou soit l'idéal, c'est de le démarrer en même temps pour éviter de perdre des données en route. Donc on démarre aussi souvent, on fait du CDC en parallèle. Donc on fait du change à capture. Là, par exemple, si l'exemple que j'ai pris, c'est toujours du MySQL, mais ça peut être autre chose, évidemment. Parmi ce que j'ai cité tout à l'heure, Oracle SQL Server, Postgre, MongoDB, Salesforce DB2 pour ZOS ou du VSAM également. Voilà. Pour ce qui est de MySQL, on va exploiter les binlogs. Voilà. Ce sera Oracle, ce sera des log miners, et ainsi de suite. Et donc là, c'est pareil. Donc là, puisque votre base est on-prem, on va déployer le moteur on-prem. Donc on aura 2 pipelines en mode running, dont un qui va pouvoir s'interrompre par lui-même lorsqu'il n'y aura plus de données à traiter. C'est le premier cas, une fois c'est qu'est l'init. Donc on a des mécanismes qui détectent des événements. Et lorsque on a un événement de type no more data, par exemple, on demande au pipeline de s'interrompre. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on fait du streaming ou du change à capture, où par nature, on souhaite que ce pipeline soit en exécution permanente, en continu. D'autres exemples, là je pars d'HDFS, j'alimente un Azure LDS Gen 2, voilà, bon. Là, du coup, c'est pareil, si mon Hadoop est on-prem, je vais directement installer mon data collector dessus. L'opérationnalisation de l'intelligence artificielle, UML, donc là par exemple on traite d'imagerie médicale, donc en binary, ensuite on les injecte dans un modèle en TensorFlow, donc tout ce qui est, on peut opérationnaliser du ML, par exemple, soit via TensorFlow, dès lors que votre modèle est sauvegardable dans le bon format, ou en MLlib, ou alors si vous avez APIisé, on va dire, donc on peut aussi consommer via API ce modèle pour faire du scoring et puis rediriger ça par Kafka dans le cas présent, mais ça peut être. Donc là c'est pareil, si la structure des données et les fichiers, les partitions, tout ce que vous recevez se trouve on-prem, ou sur le cloud, si c'est sur le cloud, on va installer le data collector sur le cloud dans ce cas-là. Il y a un tarball. Un autre cas d'usage, c'est la réplication, de la synchronisation entre deux différents data warehouse hétérogènes, entre BigQuery et Snowflake par exemple. Donc là, on peut faire de la réplication massive, appropriée. Et là, pour le coup, on est sur un cas d'usage cloud to cloud. Dans ce cas-là, c'est pas pertinent de faire un déploiement on-prem. Donc du coup, on va le mettre sur Amazon dans ce cas-là. C'est plus opportun. Ou Google, d'ailleurs, l'un ou l'autre. Un autre cas d'ingestion, là c'est pour illustrer le traitement de données d'IoT, avec la capacité d'enrichir vers les coordonnées XY de géolocalisation depuis une adresse IP par exemple, et puis on va alimenter des index Elasticsearch ou Kinesis, peu importe. Donc là pareil, là, on est plutôt sur des plateformes IoT en général qui se trouvent sur le cloud, donc on va plutôt faire des déploiements soit sur Kubernetes par exemple, ou sur, sur Amazon ou sur Azure en fonction de l'endroit où se trouve cette plateforme d'IoT. Notre ETL, donc ça c'est un exemple de pipeline multi-source, multi-cible, où on fait des jointures, des agrégats, du dédoublonnage, du partitioning, voilà. Donc ça c'est de manière graphique, élégante, du routing, avec des surrogates qui en cours de route. On pourrait appliquer on a une transformation très très utilisée, que ce soit tant par la data science que les data analysis classiques, qui sont le slowly changing dimension, type 1, type 2. Donc ça c'est une fonction qu'on retrouve à la fois dans le transformer pour Spark que le transformer pour Snowflake. Donc là, on va installer le transformer, on va faire un déploiement, dans le cas présent,
du transformer sur Amazon, mais on va le linker avec un Databricks, puisqu'on a encore une fois besoin d'un cluster Spark pour tirer profit de cette scalabilité naturelle. Un autre cas d'usage, bah là c'est plutôt le mode slash plutôt ELT, on va dire, où là où je fais de la transformation via des fonctions UDF, donc je l'appelle ici de manière graphique, et puis j'ai une boîte qui va faire de la détection des dimensions changeantes. Voilà, donc ici j'ai un étage bronze qui me permet de poster de publier soit via les Snowpipe en amont grâce au data collector par exemple, tous les changements qui s'opèrent en streaming. Et là j'ai mon référentiel par exemple des employés. Et là je vais pouvoir exécuter ce processus ELT pour mettre à jour cette même table d'employés en versionnant et puis en flaguant les données actives consécutifs à ce changement. Et donc ça c'est très utilisé par nos clients dans de la data science ou du monde de la BI traditionnel. Et donc là, il n'y a rien à provisionner puisqu'on est en serverless. Donc le transformer pour Snowflake, en l'occurrence, n'a pas besoin d'être provisionné. Voilà, et donc physiquement, il se trouve pour le moment sur Amazon. Un cas de reverse ETL, donc là, je pars de BigQuery, je fais un lookup dans Salesforce pour faire des contrôles d'intégrité, et puis je synchronise voilà, les données valorisées au sein de mon data lake qui se trouve sur Google, par exemple, et je réinjecte ces données dans mon système de production qui se trouve être, dans le cas présent, Salesforce, mais ça pourrait être autre chose. Donc vous voyez, donc là, on va faire plutôt un déploiement sur Google, en l'occurrence, puisqu'on est plutôt sur du cloud to cloud, encore une fois. Voilà, donc on spécifie, on a toute cette souplesse de pouvoir changer aussi le type de déploiement, hein, donc, puisque tout est découplé. Les spécifications de ce pipeline graphique est découplé du job qui va donc lui être associé lors de l'exécution. Voilà, donc j'espère que ça vous donne un aperçu de ce qu'on fait aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui sont physiquement là, je vous invite à venir nous rejoindre sur notre stand A54. Et puis je serai ravi de discuter avec vous de vos projets et vous faire une démonstration du produit pour répondre à vos questions. Merci de votre attention. Bonne journée à vous tous.